réunion du gouvernement de ce vendredi a commencé par une note positive, à savoir l'hommage du président de la République et de la nation tout entière à la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Wagner Kayukwamba, pour la double victoire diplomatique à New York. C'est vraiment notre héroïne qui a réussi, qui est vraiment l'exemple de ce que j'ai toujours souhaité, c'est-à-dire instruction donnée et résultats obtenus. Voilà. Madame la ministre, au nom de la République du peuple congolais, je tiens vraiment à vous féliciter et vous remercier aussi pour tous ces efforts. Je sais que le combat continue, mais l'histoire retiendra que vous êtes une vraie héroïne, que vous avez vraiment accompli un grand travail dans ce combat injuste que vous êtes engagé. Encore une fois, merci et que Dieu vous garde et vous bénisse. RDC. Sous la présidence du chef de l'État, Félix Tshisekedi, les membres du gouvernement souminois participent, ce vendredi à la Cité de l'Union africaine, à la 46e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Avant sa communication proprement dite, le président de la République a tenu à honorer la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie, Thérèse Kayukwamba Wagner, pour les victoires diplomatiques obtenues pour la République démocratique du Congo, RDC. Pendant que nous sommes debout, je vais vous demander de m'accompagner à faire une ovation royale à la ministre d'État en charge des Affaires étrangères. Elle est l'exemple de ce que j'ai toujours souhaité. Instructions données, résultats obtenus, a déclaré le chef de l'État. Madame la ministre, au nom de la République et du peuple congolais, je vous félicite et vous remercie pour vos efforts. Je sais que le combat continue, mais l'histoire retiendra que vous êtes une vraie héroïne, que vous avez accompli un grand travail dans cette guerre injuste qui nous est imposée, a poursuivi le président Tshisekedi, s'adressant à Madame Kayukwamba. Au cours de ce conseil, les membres du gouvernement planchent entre autres sur la situation sécuritaire, humanitaire et épidémiologique dans le pays. Quelques exposés notamment sur le projet relatif au développement et à la construction de l'aéroport international de Kinshasa, Njili, ainsi que celui lié à la réhabilitation et à l'agrandissement de l'aéroport international de Lubumbashi, Luano sont également prévus. L'interdiction d'affrètement des navires blacklistés en RDC et la modernisation du terminal pétrolier de Muanda seront également évoqués. Par ailleurs, 7 textes de loi seront adoptés, après débat et délibération, au cours de cette réunion hebdomadaire dont le compte-rendu sera fait par le ministre de la Communication et Médias. Conflit au sein de l'UDPS, Kabasele Wampanga, Prodeo, décède après avoir été violemment pris à partie par des présumés membres pro-Kabuya. C'est une scène aussi choquante que révélatrice des fractures internes qui gangrènent l'UDPS. Une vidéo troublante, largement relayée sur les réseaux sociaux, montre les derniers instants de vie de Kabasele Wampanga, cadre du parti présidentiel, Prodeo, sévèrement malmené par des présumés membres du camp Kabuya. L'homme, affaibli, y demande de l'eau, signe selon certains médecins d'une défaillance grave liée à un choc important. Le nom d'Augustin Kabuya, l'un des 2 secrétaires généraux rivaux de l'UDPS, est régulièrement cité dans cette affaire. Selon plusieurs témoignages, les personnes à l'origine des actes seraient issues de son camp. Le reproche adressé à Kabasele, avoir soutenu Deo, le principal opposant interne à Kabuya, dans la lutte de pouvoir qui divise les 2 secrétaires généraux de l'UDPS. Ce drame, survenu dans un climat déjà tendu, remet en lumière la gravité des tensions internes qui secouent l'Union pour la démocratie et le progrès social. Kabasele n'était pas un inconnu. Il avait déjà été incarcéré à la prison de Makala dans un contexte similaire lié à ses luttes internes. Le journaliste Stanis Boujakera, visiblement ému, a confié que, en 2024, il avait partagé le même pavillon que lui à Makala, où Kabasele se trouvait déjà pour avoir exprimé un choix différent dans la gestion du parti. Un témoignage qui rappelle que cette affaire dépasse les simples divergences idéologiques. Elle a des conséquences graves. Kabasele Wampanga, cadre de l'UDPS, est malheureusement décédé quelques heures après avoir été pris pour cible dans le cadre de tensions entre factions rivales au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social. En 2024, j'avais partagé le même pavillon que lui à la prison de Makala, où il avait été incarcéré en raison de ces mêmes rivalités internes au parti présidentiel, révélant ainsi les tensions profondes et les conséquences lourdes des luttes de pouvoir et de positionnement au sein de cette formation politique de Félix Tshisekedi, écrit Boujakera.
En cette période où l'UDPS est attendue sur le terrain de l'exemplarité démocratique, la disparition tragique de Kabasele Wampanga jette une ombre sur la famille politique du président Tshisekedi. Notre réveil Congo.net, des députés du Kivu dénoncent une campagne de diffamation contre les Wazalendo. Un groupe de députés nationaux et provinciaux du Kivu a dénoncé vendredi 6 juin ce qu'ils qualifient de campagne calomnieuse visant, selon eux, à discréditer les combattants Wazalendo. Ces derniers, qui appuient les FARDC dans la lutte contre le groupe rebelle M263, sont présentés à tort, expliquent ces élus, comme une menace pour la stabilité de l'Est du pays. Les députés fustigent notamment un rapport publié par l'Institut de recherche Ebuteli, qu'ils accusent de contribuer à cette campagne de diffamation. Les députés Kamundu Batundi Didier, Ndayishimiye Justin, Muhoozi Ngaruye Emmanuel et Kamuntu Kachali, porte-parole des Wazalendo, expliquent que depuis le début du mois de mai 2025, les combattants Wazalendo sont la cible d'une campagne de criminalisation à l'échelle nationale et internationale. Selon eux, cette campagne vise à affaiblir leur rôle dans la résistance contre le M23 et ses soutiens rwandais et à saper la contribution de ces groupes armés à la défense de la souveraineté nationale. Muhoozi Ngaruye Emmanuel, député provincial élu de Rutshuru au Nord Kivu, souligne le rôle des Wazalendo dans la lutte contre ce qu'il qualifie de projet de balkanisation de la RDC. Il rappelle que depuis la résurgence du M23, les Wazalendo ont résisté avec succès aux tentatives de déstabilisation du pays. Durant 3 ans, jour pour jour, nous les avons tenus en échec et avons barré la route en prouvant avec efficacité notre capacité de combat, notre niveau de résilience élevé et notre amour pour notre patrie. Demande de soutien du chef de l'État. Ces députés originaires des provinces du Nord Kivu et Sud Kivu demandent au président Félix Tshisekedi de continuer à soutenir les Wazalendo, qu'ils décrivent comme des sentinelles de la souveraineté nationale. Ils mettent également en garde contre les thèses développées par certains proches du chef de l'État, qui selon eux chercheraient à discréditer les Wazalendo, ceux qui de votre entourage développent des thèses selon lesquelles il faut vous débarrasser de nous, les Wazalendo, ne vous aiment pas et n'aiment pas la République démocratique du Congo. Muhoozi Ngaruye appelle également à la vigilance malgré les négociations en cours à Washington et à Doha, affirmant que les rebelles et leur soutien à Kigali n'ont pas renoncé à leur projet. Ce n'est pas parce que les balles semblent ne plus crépiter que la guerre est finie. Tout en soutenant vos démarches à Washington et au Qatar, vous et nous devons rester sur nos gardes, éveillés comme de vrais sentinelles. Ces élus lancent enfin un appel au chef de l'État pour qu'il mette à disposition des Wazalendo les moyens nécessaires pour poursuivre leur mission, tout en déplorant les conditions précaires dans lesquelles ces combattants opèrent. Prière ordonnée aux instances habilitées de nous donner des moyens nécessaires pour que nous puissions jouer notre rôle de sentinelle, car nous mourrons massivement de faim. Constant Mutamba sera encore au parquet de la Cour de cassation lundi. L'instruction préjuridictionnelle se poursuit dans l'affaire de détournement présumé des fonds destinés à la construction d'une maison carcérale à Kisangani, dans la province de la Tshopo. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, sera encore au paquet le lundi 9 juin prochain pour la continuité de l'audition. L'audition de ce vendredi 6 juin a duré plusieurs heures. Arrivé au parquet aux alentours de 10 heures, le ministre de la Justice a quitté cette juridiction à 20h30 dans la soirée. Chose qui a révolté ses partisans et les a poussés à manifester à l'extérieur du parquet, avant d'être dispersés à coups de gaz lacrymogène par la police. Entre-temps, à l'intérieur, ce fut une audition musclée, a-t-on appris. Le ministre de la Justice a même fait un malaise au cours de l'interrogatoire, au point de nécessiter l'intervention d'un médecin. Plus de peur que de mal, il s'en est bien tiré. Au terme de cette audition, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, est rentré chez lui en homme libre, escorté sous le vacarme des militants de son parti politique et autres sympathisants. Cette deuxième audition menée par l'avocat général Sylvain Kaluila s'est focalisée sur la présentation des moyens de défense par le ministre de la Justice, assisté de ses avocats. Le même exercice sera mené lundi prochain, jusqu'à ce que la religion du magistrat instructeur soit suffisamment éclairée dans cette affaire. C'est après qu'il a terminé son travail qu'il va transmettre un rapport au procureur général, Firmin Mvondemambu, qui décidera de la suite à réserver à cette affaire judiciaire. Si rien de compromettant n'est retenu, le parquet pourra classer l'affaire et mettre fin à cette instruction préjuridictionnelle. Au cas où le procureur général près la Cour de cassation trouve des indices sérieux de culpabilité, il va revenir à l'Assemblée nationale pour solliciter l'autorisation d'engager des poursuites judiciaires contre Constant Mutamba.
Notons que le ministre de la Justice, Constant Mutamba, est accusé de détournement présumé de 19 millions de dollars alloués à la construction d'une maison carcérale à Kisangani, dans la province de la Tshopo. On lui reproche aussi d'avoir violé la procédure requise en matière de passation des marchés publics en mode gré à gré. 4. Examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir de la récurrence des braquages et vols à main armée à Kinshasa. Le président de la République a commencé sa communication par la ville de Kinshasa, qui est confrontée à une recrudescence alarmante des braquages et des vols à main armée. Ces actes criminels, désormais fréquents et d'une audace préoccupante, se produisent en plein jour dans des quartiers résidentiels, sur les axes routiers principaux, à proximité de supermarchés et établissements publics. Ces phénomènes sèment l'insécurité, alimentent la peur au sein de la population et portent gravement atteinte à la quiétude des habitants ainsi qu'à la stabilité économique et sociale de la ville. Les incidents se multiplient au point qu'aucun mois ne s'écoule sans que les Kinois ne déplorent un cas de braquage. Des victimes sont parfois ciblées de manière violente jusqu'à subir de tirs lorsqu'elles résistent. Les derniers cas en date survenus le vendredi 30 mai 2025 a vu un groupe de criminels s'attaquer à des cambistes opérant sur le site de l'université de Kinshasa. Face à cette situation intolérable, le président de la République a rappelé l'impératif de rétablir l'ordre, la sécurité et la confiance des citoyens. À cet effet, il a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, à mobiliser sans délai les services compétents pour mettre en œuvre une riposte vigoureuse, coordonnée et durable face à cette vague criminelle. Les mesures à mettre en œuvre devront inclure le renforcement des opérations de sécurité sur l'ensemble du territoire urbain de Kinshasa, des patrouilles intensifiées et une surveillance accrue dans les zones sensibles, en particulier durant les heures de pointe, l'augmentation visible des effectifs des polices, des policiers et militaires le long de grands axes dans les quartiers à risque et autour des zones commerciales, un durcissement de la répression et des poursuites judiciaires contre les auteurs de ce genre d'actes de banditisme, la poursuite de l'opération Ndobo, l'organisation de procès publics pour favoriser l'exemplarité et la dissuasion avec transfert des condamnés dans des prisons éloignées de leur milieu d'origine afin d'empêcher tout réseautage criminel. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la mise en œuvre du Fonds souverain de la République démocratique du Congo. Face aux mutations économiques mondiales et à la compétition accrue pour les ressources naturelles, le président de la République soutient que notre pays doit impérativement transformer sa richesse en outil de souveraineté, de stabilité et de prospérité partagée. Notre richesse n'a de valeur réelle que si elle est transformée grâce à des politiques visionnaires, des institutions solides et une gouvernance rigoureuse. C'est dans cet esprit qu'il a été mis en place le Fonds minier pour les générations futures pour préserver une part de revenus en faveur des générations futures. Le moment est donc venu pour notre pays de se doter d'un fonds souverain, véritable instrument de transformation économique qui sera alimenté par le fonds mine ainsi que par d'autres structures nationales pourvoyeuses de ressources publiques. Ces nouveaux véhicules financiers aura pour mission d'investir une part de revenus miniers sur le marché international afin d'en accroître la valeur, financer à long terme des infrastructures essentielles, routes, hôpitaux, écoles, barrages, zones industrielles, projets agricoles structurants, soutenir la diversification de l'économie via l'innovation, l'industrialisation, les PME et l'entrepreneuriat local, constituer une épargne intergénérationnelle
pour léguer un capital productif aux générations futures, stabiliser l'économie face à la volatilité des prix de matières premières, appuyer les programmes prioritaires dans le programme de développement local de 145 territoires. Le président de la République a également précisé que le fonds souverain agira de manière agile et stratégique en conformité avec le principe de Santiago, garantissant la transparence, l'indépendance et la performance. Il devra incarner notre volonté à élaborer un projet de texte définissant la création, l'organisation et les fonctionnements du fonds préconisé. À lui d'insister, je cite, « Ces projets devra traduire notre ambition collective de doter la nation d'un instrument souverain, performant et durable, capable de transformer nos ressources naturelles en richesses productives, de soutenir une croissance inclusive et de garantir à notre jeunesse un avenir à la hauteur de son potentiel. Il s'agira d'un levier structurant pour consolider notre indépendance économique, impulser les développements à long terme et bâtir dès aujourd'hui l'héritage des générations futures. » Fin de citation.